Le papier était d'une blancheur impersonnelle, presque agressive, sous la lumière douce de la bibliothèque municipale de Tours. Élise Moreau le tenait entre ses doigts, le grain épais du document officiel contrastant douloureusement avec la fragilité des reliures en cuir qu'elle passait ses journées à chérir. L'entête, gravée en lettres d'un bleu acier, annonçait sans ménagement son expéditeur, Marchand Group. Un nom si commun, et pourtant, il venait de signer l'arrêt de mort de tout ce qu'elle aimait. Projet de réaménagement urbain du cœur historique de Tours. Les mots dansaient devant ses yeux. Froid, technique, vidé de toute âme. Il parlait de revitalisation, de potentiel économique et d'un futur resort écologique de luxe. Mais entre les lignes, Élise ne lisait qu'un seul mot, destruction. Le périmètre concerné englobait une dizaine de bâtiments, dont la petite librairie indépendante du coin, l'atelier d'un luthier dont la famille exerçait ici depuis 4 générations et, surtout, cet édifice, sa bibliothèque, son sanctuaire. Depuis 10 ans, elle travaillait ici. D'abord comme stagiaire, puis comme bibliothécaire titulaire, elle avait appris à connaître chaque recoin de ce lieu. Elle connaissait le grincement de la 3e marche de l'escalier en colimaçon, l'odeur de cire d'abeilles et de papier jauni qui flottait dans la salle de lecture, et la façon dont la lumière du matin filtrait à travers les vitraux du 19e siècle, projetant des éclats de saphir et de rubis sur les étagères de chêne massif. Cet endroit n'était pas seulement son lieu de travail, c'était le prolongement de la maison de sa grand-mère, rue des Tanneurs, où elle avait grandi. C'était l'héritage de ses propres souvenirs. « Ils ne peuvent pas faire ça », murmura-t-elle, sa voix se brisant dans le silence religieux de la salle. Madame Dubois, la directrice, une femme au chignon sévère mais au regard bienveillant, ajusta ses lunettes sur son nez. Elle avait lu la lettre avant Élise. La résignation pesait sur ses épaules comme le poids de tous les livres qu'elle avait catalogués au cours de sa carrière. « C'est légal, Élise. Une expropriation pour cause d'utilité publique. Ils ont le soutien de la mairie qui y voit une manne financière inespérée. On ne se bat pas contre des géants comme le Marchand Group. » Le nom résonna de nouveau. Marchand. Une image fugace traversa l'esprit d'Élise, si rapide qu'elle la chassa presque aussitôt. Un rire discret au fond de la classe de terminale, des cheveux bruns en désordre, des yeux qui semblaient comprendre le monde différemment. Gabriel Marchand. Mais cela n'avait aucun sens. Le Gabriel qu'elle avait connu était le fils d'un ingénieur des chemins de fer, un garçon simple et rêveur, qui passait ses après-midi avec elle, au bord du Loir, à débattre de la poésie de Rimbaud et à imaginer des avenirs où les mots comptaient plus que l'argent. Il avait disparu de sa vie il y a 8 ans, parti pour Paris avec une bourse d'études, laissant derrière lui un silence que rien n'avait jamais vraiment comblé. Ce ne pouvait pas être le même. Le monde n'était pas si cruel. Pourtant, une angoisse sourde s'insinua en elle. Ce projet n'était plus seulement une menace administrative, il devenait personnel. « Il doit bien y avoir un moyen de les arrêter », insista Élise, pliant la lettre avec une précision rageuse. « Lancer une pétition, contacter la presse, faire appel à la DRAC. Ce bâtiment est classé, ils n'ont pas le droit de le démolir. Ils ne le démolissent pas, ma chère. La façade sera préservée, intégrée à leur complexe hôtelier. Un simulacre, une coquille vide pour touristes fortunés. C'est encore pire, tu ne trouves pas ?» Madame Dubois soupira, son regard se perdant sur les rangées de livres. C'est la fin d'une époque. Mais Élise refusait de l'accepter. Ce lieu abritait bien plus que des livres. Il abritait les rêves des enfants du quartier qui venaient écouter des contes le mercredi, les espoirs des étudiants qui y préparaient leurs examens et la solitude des personnes âgées qui y trouvaient un refuge chaleureux. Il abritait une partie d'elle-même, cette partie adolescente qui croyait encore que l'amour pouvait être aussi éternel et silencieux qu'un secret glissé entre les pages d'un roman. Elle se souvenait de leurs derniers jours au lycée Descartes. Le soleil de juin tapait sur la cour. Gabriel lui avait offert une édition de poche du Petit Prince, son livre préféré. À l'intérieur, il avait écrit une simple dédicace. « Pour Élise, parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. » Elle n'avait jamais su si ces mots étaient une simple citation ou une confession voilée.
2 mois plus tard, il était parti, et elle avait rangé le livre comme on range une blessure au fond d'un tiroir. Ce souvenir, si longtemps enfoui, revint avec une clarté poignante. Il alimenta sa détermination d'une flamme nouvelle. Elle ne se battait pas seulement pour des murs et du papier, elle se battait pour la mémoire, pour la poésie d'un monde qui disparaissait sous les assauts du béton et du profit. Elle se battait pour le droit de croire que l'essentiel, même invisible, méritait d'être protégé. Relevant la tête, ses yeux brillants d'une lueur de défi, elle regarda Madame Dubois. « S'ils sont à Paris, alors j'irai à Paris. Je trouverai la personne en charge de ce projet et je la ferai changer d'avis. Je lui ferai comprendre ce qu'ils sont en train de détruire. » Madame Dubois la dévisagea, un mélange d'admiration et de pitié dans le regard. « Tu es bien courageuse, Élise, ou bien naïve. Peut-être les deux, » répondit Élise, le cœur battant à grands coups dans sa poitrine. « Mais je ne resterai pas ici à regarder notre histoire se faire racheter et démolir. » En sortant de la bibliothèque ce soir-là, l'air frais du Val-de-Loire lui parut différent. Les façades à colombages de la place Plumereau, les reflets de la lune sur les ardoises des toits, tout ce décor familier semblait soudain fragile, éphémère. Elle serra contre elle son sac en toile, sentant le poids de la lettre du marchand groupe comme une ancre l'entraînant vers un combat incertain. Elle ne savait pas encore qu'en allant chercher un ennemi à Paris, elle risquait de retrouver le plus grand regret de sa vie. La nuit qui suivit fut une mer agitée de souvenirs et d'angoisse. Dans la petite maison de la rue des Tanneurs, chaque objet semblait lui murmurer des encouragements ou des avertissements. Le fauteuil usé de sa grand-mère, où elle avait lu ses premiers romans, le parfum entêtant des glycines grimpant sur la façade, le tic-tac familier de la vieille horloge comtoise dans le couloir, tout cet univers, si doux et si prévisible, était menacé. Élise fit son sac avec des gestes méthodiques, comme pour imposer un ordre à son chaos intérieur. Un jean, 2 pulls, une brosse à dents, et puis ses mains s'arrêtèrent sur le tiroir de sa commode. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, sous une pile de carnets, reposait le petit livre à la couverture bleue, Le Petit Prince. Elle le prit, le papier jauni crissant sous ses doigts. La dédicace de Gabriel était toujours là, son écriture d'adolescent, légèrement penchée, pleine de promesses tacites. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ironiquement, elle partait à Paris pour se battre contre un projet dont la seule logique était visible, quantifiable, financière. Elle partait affronter des gens pour qui l'essentiel était probablement un chiffre sur un bilan comptable. Glissant le livre dans son sac, elle sentit qu'elle n'emportait pas seulement un objet, mais un talisman. Une relique de l'époque où elle croyait encore que les renards pouvaient être apprivoisés et les étoiles habitées. Le TGV du lendemain matin fendait la campagne tourangelle à une vitesse qui lui donnait le vertige. Par la fenêtre, les paysages familiers du Val-de-Loire, avec leurs châteaux endormis et leurs vignobles ordonnés, défilaient et s'effaçaient, remplacés peu à peu par les plaines plus monotones de la Beauce. Chaque kilomètre la rapprochant de Paris était un kilomètre l'éloignant de sa zone de confort. Elle relisait les quelques articles qu'elle avait trouvés en ligne sur le marchand groupe. Un conglomérat spécialisé dans l'énergie et les infrastructures, des projets pharaoniques aux 4 coins du globe, une croissance exponentielle. Le PDG, un certain Arnaud de Villiers, était un homme d'affaires redoutable. Pas une seule mention d'un Gabriel Marchand. Un soulagement fragile la traversa. Son Gabriel n'avait rien à voir avec ce monde impitoyable. C'était une simple coïncidence de nom. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire de cette appréhension. Dans son esprit, elle répétait les arguments qu'elle présenterait. Elle parlerait de l'âme de la bibliothèque, de son rôle social, de son importance pour la communauté. Elle évoquerait le patrimoine, l'histoire, la transmission. Ces mots lui semblaient puissants et justes dans le silence relatif du wagon. Mais elle se demandait s'ils ne sonneraient pas creux et naïfs dans les bureaux en verre et en acier qu'elle imaginait. L'arrivée à la gare Montparnasse fut un choc sensoriel. Le flot ininterrompu de voyageurs, le fracas des annonces au micro, les odeurs mêlées de café brûlé et de métal froid, tout la submergea. Elle,
l'amoureuse du silence et des pages qui tournent, se sentit soudain minuscule, une note dissonante dans la symphonie chaotique de la capitale. Elle serra plus fort la lanière de son sac et suivit la foule vers la sortie du métro, le cœur battant. L'adresse du siège du marchand groupe l'emmena dans le 8e arrondissement, non loin des Champs-Élysées. En sortant de la station de métro, elle fut frappée par l'opulence silencieuse du quartier, des façades haussmanniennes immaculées, des boutiques de luxe aux vitrines étincelantes, des voitures noires aux vitres teintées glissant sur l'asphalte. L'air lui-même semblait plus rare, plus cher. Et puis, elle le vit, l'immeuble. Il ne ressemblait en rien aux autres. C'était une structure moderne, une sculpture de verre fumé et d'acier brossé, insérée avec une arrogance calculée entre deux bâtiments historiques. La lumière du soleil se brisait sur ses parois, le rendant presque aveuglant, impénétrable. Au-dessus de l'entrée monumentale, les lettres « Marchand Groupe » étaient gravées dans le métal, discrètes mais définitives. Elle resta un instant figée sur le trottoir d'en face, sentant le gouffre qui la séparait de ce monde. Des hommes et des femmes en costumes impeccables entraient et sortaient du bâtiment, le pas rapide, le visage fermé, des téléphones collés à l'oreille. Ils étaient les rouages de cette machine puissante, tandis qu'elle n'était qu'un grain de sable venu tenter de l'enrayer. L'envie de faire demi-tour, de reprendre le premier train pour Tours, pour la sécurité de ses étagères et de ses silences, la saisit avec une force inouïe. Mais l'image de Madame Dubois, de son regard résigné, lui revint en mémoire. Non, elle était venue pour se battre. Prenant une profonde inspiration, elle traversa la rue. Les portes vitrées coulissèrent sans un bruit devant elle, l'aspirant dans un hall qui ressemblait plus à un musée d'art contemporain qu'à une entrée d'entreprise. Le sol était en marbre noir poli, reflétant le plafond vertigineux. Un silence feutré régnait, seulement troublé par le cliquetis discret des talons sur la pierre. Au centre, un immense comptoir d'accueil, taillé dans le même marbre, était tenu par une jeune femme d'une élégance glaciale. Élise s'approcha, se sentant soudain terriblement consciente de son jean un peu usé et de ses chaussures plates. Sa voix, quand elle parla, lui parut plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Bonjour, je voudrais parler à quelqu'un en charge du projet de réaménagement de la ville de Tours, s'il vous plaît. » La réceptionniste leva vers elle des yeux d'un bleu polaire, sans cesser de taper sur son clavier. « Avez-vous un rendez-vous » Le ton était neutre, mais la question était une barrière. « Non, je n'en ai pas, mais c'est très important. Je viens de la part de la bibliothèque municipale de... »« Je suis désolée, madame. » La coupa-t-elle sans la regarder. « Nous ne recevons personne sans rendez-vous. Pourriez-vous me donner le nom de votre contact ? Je n'ai pas de contact. Je voudrais juste parler au chef de projet ou à n'importe qui du département immobilier. » Élise sentait le désespoir poindre. Elle avait traversé la France et elle était bloquée à 10 mètres de l'entrée par un mur de procédure. La réceptionniste soupira, un souffle à peine perceptible d'impatience. « Ce n'est pas possible. Vous pouvez envoyer un courriel au service communication si vous le souhaitez. » Elle désigna un écran tactile sur le comptoir, son geste signifiant clairement que la conversation était terminée. Élise resta là, interdite, le bruit de son propre cœur résonnant dans ses oreilles. Elle était dans la forteresse, mais toutes les portes étaient closes. Le géant qu'elle était venue affronter ne daignait même pas la voir. Il ne savait même pas qu'elle existait. Désemparée, elle recula d'un pas, son regard balayant le hall immense, cherchant une issue, une faille, un espoir. C'est alors qu'une porte d'ascenseur s'ouvrit, et son monde s'arrêta de tourner. Un groupe de 3 hommes, en costume sombre, sortit le premier, marchant d'un pas pressé et déterminé, des tablettes à la main. Ils s'écartèrent pour laisser passer la personne qui les suivait. Et c'est là qu'Élise le vit. Le temps sembla se distordre, s'étirer puis se figer en une fraction de seconde insupportable. Ce n'était plus le garçon aux cheveux en désordre et au sourire timide. C'était un homme qu'elle reconnut et ne reconnut pas tout à la fois. Gabriel Marchand se tenait là, au cœur de ce temple du capitalisme, comme s'il en était le pilier central.
Il portait un costume bleu nuit taillé sur mesure qui épousait des épaules devenues plus larges. Ses cheveux, autrefois rebelles, étaient maintenant coiffés avec une précision étudiée, révélant un visage aux traits plus nets, plus durs. Une montre au bracelet de métal brillait discrètement à son poignet. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent le plus. Les mêmes yeux gris-verts qu'elle connaissait par cœur, mais le rêve adolescent qui y flottait avait été remplacé par une lueur d'autorité, une sorte de lassitude polie, le regard de quelqu'un habitué à évaluer, décider et diriger. Le nom sur le bâtiment n'était pas une coïncidence, c'était une certitude, une lame froide qui venait de transpercer 8 années de souvenirs idéalisés. Le garçon qui lui lisait des poèmes au bord du Loir et l'homme qui s'apprêtait à raser sa bibliothèque n'étaient qu'une seule et même personne. La nausée la submergea, un mélange toxique de choc, de trahison et d'une tristesse si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Le regard de Gabriel balaya le hall d'un air distrait, probablement en route vers une autre réunion, un autre contrat. Puis ses yeux se posèrent sur elle, et pour la première fois, le masque du PDG se fissura. Un imperceptible tressaillement parcourut son visage. Ses pas ralentirent, puis s'arrêtèrent complètement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il voulait prononcer un mot qui ne venait pas. Le temps reprit son cours, mais dans un silence assourdissant. Ses collaborateurs s'étaient tus, sentant le changement soudain dans l'atmosphère. La réceptionniste elle-même semblait avoir cessé de respirer. Dans ce hall immense et impersonnel, ils étaient de nouveau seuls au monde, comme sur les bancs du lycée. 2 univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer à nouveau entraient en collision. Élise, sa voix, elle était plus grave, plus posée, mais c'était bien la sienne. Ce simple mot, son prénom, prononcé sur ce ton d'incrédulité, fit voler en éclats la carapace de colère qu'elle avait tenté de se forger. Elle se sentit soudain vulnérable, exposée, comme si, d'un seul regard, il avait vu à travers elle, jusqu'à la jeune fille de 18 ans qui l'avait attendue en vain. Elle ne put que hocher la tête, incapable de former une phrase cohérente. Le son de son propre nom dans sa bouche lui semblait absurde. Gabriel. Le voir prononcer son nom à lui sembla le ramener à la réalité. Il cligna des yeux, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas une hallucination. La réceptionniste, voyant son patron décontenancé par cette visiteuse importune, se sentit obligée d'intervenir, sa voix stridente brisant le charme étrange du moment. « Monsieur Marchand, je suis navré. Cette dame n'a pas de rendez-vous, j'étais sur le point de... » Gabriel leva une main, sans même la regarder, et la jeune femme se tut instantanément. Tous les regards étaient tournés vers lui, attendant une directive. Il semblait mener une bataille intérieure, son visage se fermant à nouveau, reprenant cette expression neutre et professionnelle. Mais ses yeux ne la quittaient pas. Il la sondait, cherchant une explication, une raison à sa présence ici, dans son monde. Un de ses assistants s'éclaircit la gorge. « Monsieur, votre conférence téléphonique avec Tokyo commence dans 10 minutes. » Gabriel ignora la remarque. Il fit un pas vers Élise, réduisant la distance qui les séparait. L'odeur discrète de son parfum, un mélange de bois de cèdre et de bergamote, lui parvint, si différente de l'odeur de savon et d'herbes coupées de ses souvenirs. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il à voix basse, comme s'il craignait que la réponse ne fasse s'écrouler l'édifice qu'il avait mis 8 ans à construire. La question la fit sortir de sa torpeur. La colère revint, plus vive cette fois, nourrie par l'absurdité de la situation. « Ce que je fais ici ?» Elle sortit de son sac la lettre du marchand-groupe, le papier tremblant entre ses doigts. « Je suis venu parler à la personne qui veut détruire ma vie. Je ne me doutais pas qu'elle aurait un visage aussi familier. » Les mots étaient plus durs qu'elle ne l'aurait voulu, mais ils étaient sortis, chargés de toute la douleur de la révélation. Une ombre passa dans le regard de Gabriel. Il jeta un coup d'œil à ses collaborateurs, qui observaient la scène avec une curiosité à peine dissimulée. Cet endroit n'était pas le lieu pour une telle conversation. Avec une autorité retrouvée, il se tourna vers son assistant principal. « Antoine, annulez tous mes rendez-vous pour les 2 prochaines heures. Reportez la conférence avec Tokyo. Dites-leur qu'une urgence personnelle est survenue. » Puis, s'adressant à une jeune femme qui se tenait en retrait, « Charlotte, veuillez accompagner madame Moreau jusqu'à mon bureau.
Offrez-lui un café. J'arrive tout de suite. » Le nom de famille, Moreau, prononcé avec une formalité glaciale, créa une nouvelle distance entre eux. Il n'était plus Gabriel, il était Monsieur Marchand, et elle était Madame Moreau, une intruse. Sans un mot de plus, il tourna les talons et se dirigea vers ses collaborateurs, leur donnant des instructions d'une voix calme et maîtrisée. Élise, quant à elle, se sentit emportée par le courant. La jeune femme, nommée Charlotte, l'invita d'un geste poli à la suivre. Elle traversa le hall, passa des portiques de sécurité et entra dans un ascenseur privé qui monta en silence vers les sommets de la tour. Elle fut introduite dans un bureau d'angle immense, dont les murs étaient presque entièrement vitrés, offrant une vue panoramique et imprenable sur Paris. La tour Eiffel se dressait au loin, petite comme un jouet. Le mobilier était minimaliste, élégant et froid, un bureau massif en bois sombre, quelques fauteuils en cuir noir, et une immense bibliothèque murale, remplie non pas de romans usés, mais de livres d'art et de biographies d'industriels. C'était le bureau d'un roi, dominant son royaume. Charlotte lui proposa un café qu'elle refusa d'un signe de tête. La porte se referma doucement, la laissant seule dans cette cage de verre, seule avec la vue, le silence et le poids de 8 années de non-dit qui s'apprêtaient à exploser. Elle s'approcha de la baie vitrée, posant sa main contre le verre froid. Là-bas, tout en bas, la vie continuait, indifférente. Mais ici, au 35e étage, son passé venait de la rattraper avec une violence inouïe, et elle allait devoir l'affronter. L'attente dura une dizaine de minutes, un laps de temps à la fois trop court et interminable. Élise arpentait le bureau, incapable de rester en place. Chaque objet semblait crier la richesse et le pouvoir de l'homme qu'était devenu Gabriel. Une maquette architecturale d'un projet de barrage au Brésil, une statuette africaine ancienne sous une cloche de verre, des photos encadrées où il serrait la main de politiciens influents. Rien, absolument rien, ne rappelait le garçon qui dessinait des caricatures dans les marges de ses cahiers. Sauf peut-être cette bibliothèque. Malgré les ouvrages d'affaires, une étagère, plus à portée de main, semblait abriter des volumes plus personnels. Elle s'approcha, le cœur battant, parcourant les titres du regard, des éditions originales de Camus, de Stendhal, et puis son souffle se coupa, un exemplaire du Petit Prince, relié en cuir, à l'aspect usé. Le sien ? Non, le sien était dans son sac. Celui-ci était différent, plus luxueux, une première édition peut-être. Un frisson la parcourut. Il avait donc gardé cette part de lui. La porte s'ouvrit, la faisant sursauter. Gabriel entra, fermant le battant derrière lui. Le bruit feutré du mécanisme scella leur huis clos. Il avait retiré sa veste de costume et déboutonné le col de sa chemise. Un geste qui se voulait sans doute décontracté, mais qui ne faisait que souligner la tension palpable entre eux. Il ne la regarda pas tout de suite, se dirigeant vers un bar discret dissimulé dans un pan de mur pour se servir un verre d'eau. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-il, le dos tourné. « Des explications ?» répondit-elle sèchement, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Il se retourna, le verre à la main, et s'adossa à son bureau, créant une distance physique entre eux. Il la dévisagea longuement, comme s'il essayait de faire coïncider la jeune femme en colère qui se tenait devant lui avec le souvenir qu'il avait gardé d'elle. « Je suppose que tu as quelques questions, » dit-il enfin, avec un calme qui la mit hors d'elle. « Quelques questions ?» répéta-t-elle, un rire amer lui échappant. « Gabriel, tu es à la tête d'une multinationale qui s'apprête à démolir ma bibliothèque, la bibliothèque où nous passions des heures à réviser notre bac. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est que j'ai quelques questions. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans ?» Il but une gorgée d'eau, ses yeux ne quittant pas les siens. Son calme était une armure, et elle sentait que ses mots ricochèrent dessus. « Mon grand-père est décédé l'année où je suis parti à Paris. Je ne le connaissais presque pas. Mes parents s'étaient éloignés de lui des années auparavant. J'ai découvert que j'étais son unique héritier. L'héritier de... tout ça. » Son geste vague engloba le bureau, la vue, l'empire. L'explication était si simple, si factuelle, qu'elle en paraissait encore plus incroyable. « Et tu n'as jamais pensé à me le dire? À personne? Tu es juste devenu quelqu'un d'autre et tu as disparu.
La colère laissait place à une douleur lancinante, celle de l'abandon. « Ce n'était pas si simple, Élise, dit-il, sa voix se teintant pour la première fois d'une émotion, une sorte de lassitude profonde. Du jour au lendemain, j'ai été projeté dans un monde dont je ne connaissais rien. J'ai dû apprendre, me battre, prouver que j'étais légitime. J'avais 20 ans et un conseil d'administration qui me voyait comme un gamin qu'il fallait manipuler. J'ai dû renoncer à beaucoup de choses pour survivre. J'ai dû renoncer à qui j'étais. Et tu as renoncé à moi par la même occasion, murmura-t-elle. Un silence pesa entre eux. Il posa son verre, ses doigts crispés sur le cristal. C'est plus compliqué que ça. Je pensais que c'était mieux pour toi, pour nous. Quel avenir aurais-je pu t'offrir? Des dîners d'affaires ennuyeux? Une vie sous les projecteurs? Ce n'était pas toi, ce n'était pas nous. Et qui es-tu pour décider ce qui était mieux pour moi? S'emporta-t-elle. Tu m'as simplement effacé de ta vie. Tu as effacé nos souvenirs, nos projets, nos après-midi au bord du Loir. Je n'ai jamais rien effacé, la coupa-t-il, sa voix montant d'un cran, l'armure se fissurant enfin. Pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à toi. Tu crois que c'était facile de lire tes rares lettres où tu me parlais de tes études, de la bibliothèque et de savoir que je ne pouvais plus faire partie de ce monde, de savoir que si je revenais, je le détruirais avec tout ce que je représentais? Élise le fixa, stupéfaite. Elle lui avait écrit au début 3 ou 4 lettres pleines d'espoir et de questions, envoyées à l'adresse de sa résidence universitaire. Il n'avait jamais répondu. Elle avait fini par croire qu'il l'avait oublié, qu'il s'était fait de nouveaux amis, une nouvelle vie. « Tu n'as jamais répondu, dit-elle, la voix tremblante, parce que je ne savais pas quoi dire. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste familier qui lui serra le cœur. « Qu'est-ce que j'aurais pu écrire? Bonjour Élise, désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, mais il se trouve que je suis devenu multimillionnaire et que ma vie est un enfer doré. Et toi, ça va ? » J'ai choisi le silence. C'était lâche, je le sais. C'est la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. La confession la désarma. La colère qu'il avait portée jusqu'ici s'effrita, la laissant face à un homme qui semblait aussi perdu qu'elle, malgré les apparences. Il n'était pas seulement le PDG impitoyable, il était aussi Gabriel, le garçon qui avait eu peur. Elle fit un pas vers lui, attirée par cette parcelle de vulnérabilité. « Et la bibliothèque, Gabriel, tu savais ? Tu savais que c'était la mienne, que j'y travaillais ?» Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. La confirmation silencieuse fut plus douloureuse qu'un aveu. « C'est une décision du Conseil, Élise. Le projet pour Tours est stratégique. Il est dans les cartons depuis 2 ans. Quand le nom de la bibliothèque est apparu dans le dossier final, il y a quelques mois, j'ai essayé de trouver une alternative. Mais le projet était trop avancé, les accords avec la mairie déjà signés. « Tu as essayé ?» Elle secoua la tête, incrédule. « Tu es le grand patron, le marchand du Marchand Group. Tu ne peux pas simplement dire non? Tu ne comprends pas comment ce monde fonctionne ?» répliqua-t-il, un éclair de frustration dans les yeux. « Je ne suis pas un dictateur. Je dois rendre des comptes à des actionnaires, à un conseil. Ce projet représente des centaines de millions d'euros d'investissement et des milliers d'emplois. Je ne peux pas l'annuler sur un coup de tête, pour des raisons personnelles. » Le mot « personnel » la blessa profondément. Leurs souvenirs, son travail, l'âme d'un lieu, tout cela était réduit à de simples raisons personnelles, insignifiantes, face à la logique implacable des affaires. « Alors c'est tout ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant. « Tu vas raser notre passé pour construire un hôtel de luxe? C'est ça l'homme que tu es devenu ?» Il releva la tête, son regard dur comme l'acier. « L'homme que je suis devenu est celui qui assure la pérennité de l'entreprise qui fait vivre 50 000 familles. L'homme que je suis devenu prend des décisions difficiles tous les jours. C'est mon devoir. » Il se faisait face, séparé par 8 ans de silence et un fossé de plusieurs milliards d'euros. Le garçon qu'elle avait aimé et l'homme qu'il était devenu semblaient irréconciliables. Et pourtant, dans ses yeux, elle crut déceler une lueur de regret, une douleur qui faisait écho à la sienne. « Je ne te laisserai pas faire, » dit-elle doucement, mais avec une détermination sans faille. « Je ne sais pas encore comment, mais je me battrai pour la bibliothèque, pour ce qu'elle représente, et pour le souvenir du garçon qui m'a offert ce livre. »
Son regard se porta sur l'étagère, sur la vieille édition du Petit Prince. Gabrielle suivit son regard. Une expression indéchiffrable traversa son visage. C'était comme si elle venait de toucher une corde sensible, une faille dans son armure qu'il croyait inviolable. La bataille ne faisait que commencer, et elle ne se jouerait pas seulement sur le terrain des affaires, mais aussi sur celui, bien plus dangereux, des sentiments et des souvenirs partagés. Le silence qui suivit sa déclaration fut plus lourd encore que les mots qui l'avaient précédé. Gabrielle la regarda, le visage fermé, comme un homme acculé qui choisit de se réfugier derrière les remparts de la logique. Il fit le tour de son bureau, créant une nouvelle barrière entre eux, et posa ses mains à plat sur le bois sombre, comme pour s'ancrer à sa réalité. « Je comprends ta colère, Élise. Vraiment. Mais ce n'est pas si simple. Cependant... » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec une prudence qui la glaça. « Le marchand groupe est prêt à faire un geste. Nous pouvons financer la construction d'une nouvelle bibliothèque, plus moderne, plus fonctionnelle, dans un autre quartier. Nous pouvons même proposer des postes à tout le personnel actuel, y compris toi, avec une revalorisation salariale significative. » L'offre tomba entre eux comme une insulte. Ils ne comprenaient donc rien. Ils pensaient pouvoir acheter ses souvenirs, son attachement, l'âme d'un lieu avec un chèque. C'était pire que de l'indifférence, c'était une négation totale de tout ce qui comptait pour elle. La douleur la submergea, si vive qu'elle se transforma en une force froide et tranquille. Elle esquissa un sourire triste. « Tu vois, Gabrielle, c'est ça, la différence entre nous. Tu penses que tout a un prix, que tout peut être remplacé par quelque chose de plus neuf, de plus grand, de plus rentable. Mais certaines choses n'ont pas de prix, elles n'ont qu'une valeur. Et ça, visiblement, tu l'as oublié. » Sans lui laisser le temps de répondre, elle se dirigea vers la porte. Sa main sur la poignée, elle se retourna une dernière fois. Le soleil de l'après-midi frappait les vitres du bureau, l'encerclant d'une aura dorée, le transformant en une silhouette puissante et solitaire. « Tu as peut-être gagné un empire, » lui dit-elle, sa voix dénuée de toute colère, simplement empreinte d'un immense chagrin. « Mais je crois que tu as perdu l'essentiel. » Elle sortit et referma la porte derrière elle sans un bruit. Elle traversa les couloirs luxueux, reprit l'ascenseur, passa devant la réceptionniste qui l'ignora superbement et se retrouva sur le trottoir parisien, le cœur en miettes. L'air de la ville lui parut soudain irrespirable. Le bruit des klaxons, le flot des passants, tout l'agressait. Elle marcha sans but, d'un pas mécanique, emportée par la foule comme une feuille morte dans un torrent. Elle se sentait vidée, trahie non seulement par l'homme, mais aussi par le souvenir qu'elle avait chéri pendant 8 ans. Ses pas la menèrent instinctivement vers la Seine. Elle s'accouda au parapet du pont des Arts, regardant les bateaux-mouches glisser sur l'eau couleur de jade. Le fleuve parisien était si différent de son Loire. Le Loire était sauvage, changeant, bordé de sable et de saules pleureurs. C'était un fleuve intime, le confident de leurs conversations d'adolescents. La Seine, elle, était un décor de cartes postales, canalisé, maîtrisé, bordé de monuments majestueux. Elle était à l'image de Gabrielle. Autrefois un fleuve de campagne plein de promesses, aujourd'hui un cours d'eau puissant et endigué au service d'un empire. Une larme roula sur sa joue. Elle ne pleurait pas seulement la bibliothèque. Elle pleurait le garçon qu'elle avait aimé, celui qui semblait avoir été enseveli sous des couches de costumes coûteux et de responsabilités écrasantes. Existait-il encore, quelque part? Ou l'avait-elle simplement idéalisé pendant toutes ces années? Le combat qu'elle voulait mener lui parut soudain dérisoire. Comment se battre contre un homme qui avait renoncé à lui-même? Dans sa prison dorée, Gabrielle n'avait pas bougé. Il fixait la porte close, comme s'il s'attendait à la voir se rouvrir. Les derniers mots d'Élise résonnaient dans le silence de son bureau. « Tu as perdu l'essentiel. » Elle avait repris les mots de leur livre, les mots de Saint-Exupéry, et les avait retournés contre lui comme un poignard. Et elle avait raison, il se sentit suffoqué. La vue panoramique sur Paris, qui d'habitude lui procurait un sentiment de puissance et de contrôle, lui apparut soudain comme les barreaux d'une cage. Il était le maître de tout ce qu'il voyait, et pourtant il n'avait jamais été aussi impuissant. Il s'approcha de la bibliothèque murale, le regard attiré par l'exemplaire usé du Petit Prince. Il le prit, le cuir de la reliure doux et familier sous ses doigts.
Ce n'était pas n'importe quelle édition, c'était celle de son père, celle que son père lui lisait quand il était enfant, bien avant que la fortune et les querelles de famille ne les séparent. Il l'ouvrit. À l'intérieur, glissé entre deux pages, se trouvait un morceau de papier à carreaux arraché à un cahier de lycée. Le papier était jauni, l'encre bleue, un peu passée. C'était une lettre qu'il avait écrite le dernier jour de classe, 8 ans plus tôt. Une lettre pour Élise. Élise, il y a des choses plus difficiles à dire qu'à écrire, et même à écrire, je n'y arrive pas bien. Je pars demain, et j'ai l'impression de laisser derrière moi la seule chose qui compte vraiment. J'ai essayé de te le dire 100 fois cet après-midi en te donnant ce livre, mais les mots sont restés coincés. Je crois que je suis amoureux de toi, pas comme on aime une amie, mais comme on aime la personne avec qui on a envie de regarder les étoiles toute sa vie. J'espère qu'un jour, j'aurai le courage de te donner cette lettre. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Gabriel, il n'avait jamais eu ce courage. La mort de son grand-père, le chaos de la succession, la peur de l'entraîner dans ce monde qui n'était pas le sien, il avait choisi la fuite, le silence, se persuadant que c'était pour la protéger. Aujourd'hui, en la voyant, il comprenait la véritable nature de sa lâcheté. Il ne la protégeait pas. Il se protégeait, lui. Son téléphone vibra sur le bureau, le tirant de ses pensées. Le nom d'Hélène de Varenne s'afficha. Sa fiancée. Il décrocha, sa voix sonnant fausse à ses propres oreilles. Hélène. Gabriel, mon amour, j'espère que je ne te dérange pas. Dis-moi, pour le gala de la Fondation vendredi, tu préfères que je mette la robe Dior ou la Chanel? Bernard et Isabelle seront à notre table, il faut faire bonne impression. Sa voix, habituellement si charmante et pétillante, lui parut soudain vide de sens. Des robes, des galas, des impressions. Était-ce cela sa vie? Il regarda la petite lettre dans sa main, puis la vue sur la ville. Un gouffre séparait ces deux mondes. « Je te rappellerai, Hélène, » dit-il, sa voix plus ferme. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester et appuya sur l'interphone. « Antoine, venez dans mon bureau, immédiatement !» Son assistant entra quelques secondes plus tard, le visage prudent. Gabriel était resté debout, le livre et la lettre toujours à la main. « Monsieur, annulez mes engagements pour le reste de la semaine. Je pars pour Tours ce soir. Réservez une suite à l'hôtel de l'Univers. Et je veux que vous organisiez une réunion pour demain après-midi avec Madame Élise Moreau de la bibliothèque municipale. Dites-lui que c'est une réunion de travail officielle concernant le projet. Je veux qu'elle soit là. » Il ne se battait plus contre elle. Il allait se battre pour comprendre s'il restait quelque chose à sauver. Pas seulement la bibliothèque, mais lui-même. Élise était retournée à la gare Montparnasse comme une somnambule. Le billet de retour pour Tours déjà acheté dans sa tête. Sa mission éclair à Paris s'était soldée par un échec cuisant, une confrontation douloureuse qui avait laissé plus de questions que de réponses. Assise sur un banc froid, au milieu du tumulte des départs et des arrivées, elle regardait les visages anonymes des voyageurs, chacun avec sa propre histoire, sa propre destination. La sienne lui semblait soudain floue, incertaine. Que devait-elle faire maintenant ? Rentrer à Tours, accepter la défaite et regarder, impuissante, les bulldozers arriver? L'idée lui était insupportable. Son téléphone sonna, la tirant de sa torpeur. Un numéro inconnu avec un indicatif parisien. Elle hésita, puis décrocha, sa voix lasse. « Allô? Madame Élise Moreau ?» La voix de l'homme était professionnelle, presque militaire. « Je suis Antoine Dubois, l'assistant personnel de Monsieur Gabriel Marchand. » Le nom la fit se raidir. Elle s'attendait à tout. Une nouvelle offre financière, un avertissement, une fin de non-recevoir définitive. « Oui, c'est moi. Monsieur Marchand m'a chargé de vous convier à une réunion de travail demain après-midi, à 14 h, à l'hôtel de l'Univers à Tours. L'objet de la réunion est de discuter plus en détail des modalités du projet et d'étudier d'éventuels compromis. » Élise resta silencieuse un instant, le cerveau en ébullition. Une réunion de travail? À Tours, après la conversation qu'ils venèrent d'avoir, cela n'avait aucun sens. Était-ce une stratégie? Une manière de la contenir, de l'enfermer dans un processus de négociation stérile pour gagner du temps? Un compromis? Répéta-t-elle sceptique.
Votre patron m'a semblé très clair sur ses intentions. Monsieur Marchand sera présent en personne. Il estime qu'une discussion sur place, sur les lieux mêmes du projet, sera plus constructive. Vos frais d'hébergement pour cette nuit à Paris seront pris en charge si vous le souhaitez, afin que vous puissiez prendre le premier train demain matin. L'offre était déroutante. Il venait à elle, sur son terrain. La dynamique du pouvoir venait de s'inverser, ne serait-ce qu'un peu. Sa première impulsion fut de refuser, de claquer la porte à cette manœuvre qu'elle ne comprenait pas. Mais la combattante en elle reprit le dessus. Si Gabriel était prêt à faire le déplacement, à lui accorder une nouvelle audience, elle devait saisir cette chance. C'était peut-être la seule qu'elle aurait. « Très bien », dit-elle, sa voix retrouvant de sa fermeté. « Je n'ai pas besoin d'hôtel à Paris, je rentre ce soir. Je serai à la Réunion demain, 14 heures, à l'hôtel de l'Univers. » « Parfait, Madame Moreau, nous vous attendrons. » Il raccrocha. Élise resta un long moment le téléphone à la main, le cœur battant la chamade. La partie n'était peut-être pas terminée. Le roi quittait son échiquier pour venir sur son territoire. Elle ne savait pas si c'était un signe de faiblesse ou le prélude à un coup encore plus redoutable, mais elle serait prête. Le trajet de retour en TGV fut radicalement différent de l'aller. La résignation avait fait place à une détermination nerveuse. Elle passa le voyage à préparer ses arguments, à noter des idées sur un carnet, à lister les points non négociables. Elle ne se présenterait pas à cette réunion en victime, mais en interlocutrice. Elle représenterait la bibliothèque, la communauté, l'histoire de sa ville. Elle ne parlerait plus de ses sentiments, mais de faits, de patrimoine, de valeurs culturelles. Pendant ce temps, à des milliers de mètres d'altitude, Gabriel regardait la France défiler sous les ailes de son jet privé. Le confort luxueux de la cabine, le silence feutré, le service impeccable du steward, rien de tout cela ne parvenait à apaiser le tumulte en lui. Le visage d'Élise, ses yeux blessés, ses mots si justes, s'étaient imprimés sur sa rétine. « Tu as perdu l'essentiel. » Il avait passé des années à se construire une carapace, à apprendre les codes de ce monde, à devenir l'homme que l'on attendait de lui. Il avait une fiancée choisie autant pour son nom que pour son affection, des amis qui étaient aussi des partenaires d'affaires, un emploi du temps réglé à la minute près. Il avait tout coché sur la liste de la réussite. Et pourtant, en une seule rencontre avec une bibliothécaire de province, tout son édifice menaçait de s'effondrer. Elle était un miroir qui lui renvoyait une image de lui-même qu'il ne voulait pas voir. Il repensa à leur dernière conversation, à sa proposition d'une nouvelle bibliothèque. C'était la réponse standard du Marchand Group. Une solution logique, efficace, financièrement généreuse. Une solution qui ne tenait aucun compte de l'humain. Il avait parlé comme un PDG, pas comme Gabriel, pas comme le garçon qui savait que la valeur d'un livre ne réside pas dans son état neuf, mais dans les mains qui l'ont tenu, dans les histoires qu'il a suscitées. Il ouvrit sa mallette et en sortit le dossier épais du projet Loire Valley Resort. Il le feuilleta, non plus avec les yeux de l'investisseur, mais en essayant de le voir avec les yeux d'Élise. Les rendus 3D montrèrent des bâtiments élégants, des jardins luxuriants, des piscines à débordement. Mais il voyait maintenant ce qu'il remplaçait, la petite place pavée, le vieux tilleul, la façade en pierre de tuffeau de la bibliothèque. Il avait signé l'approbation finale de ce projet sans même y prêter attention, déléguant les détails à ses équipes. C'était juste une ligne de plus sur son bilan. Une ligne qui allait effacer une partie de son âme. Son assistant, assis en face de lui, le regardait avec une curiosité prudente. Antoine Dubois travaillait pour Gabriel depuis 5 ans. Il connaissait sa rigueur, son exigence, son incroyable capacité à compartimenter sa vie. Il ne l'avait jamais vu aussi déstabilisé. « Monsieur, si je peux me permettre, » commença Antoine, « annuler vos engagements pour ce projet, c'est inhabituel. Le conseil d'administration ne va pas apprécier, surtout Monsieur de Villiers. » Arnaud de Villiers était le président du conseil, l'ancien bras droit de son grand-père, un homme aussi puissant qu'ambitieux qui voyait Gabriel comme un jeune héritier à garder sous sa coupe. C'était lui qui avait poussé pour le projet de Tours. « Le conseil d'administration travaille pour moi, Antoine, pas l'inverse »,
répondit Gabriel d'un ton sec, plus pour se convaincre lui-même que pour impressionner son assistant. Et il est temps que je réévalue personnellement certains dossiers. L'avion amorça sa descente vers l'aéroport de Tours. Par le hublot, Gabriel reconnut le tracé sinueux du Loir, les toits d'ardoise de la ville blottis sur ses rives. 8 ans. Il avait mis 8 ans à revenir. Il était parti en train avec un sac à dos et des rêves de littérature. Il revenait en jet privé avec un projet de destruction et un cœur lourd de regrets. Il ne savait pas ce qu'il dirait à Élise le lendemain. Il ne savait pas s'il existait un compromis possible entre leurs deux mondes. Mais il savait une chose. Pour la première fois depuis des années, il allait prendre une décision qui ne serait pas dictée par la logique des affaires, mais par autre chose. Quelque chose d'invisible. Quelque chose d'essentiel. L'Hôtel de l'Univers était une institution à Tours, une grande dame du XIXe siècle qui avait vu défiler des générations de voyageurs, d'artistes et de têtes couronnées. Sa façade imposante donnait sur le boulevard Heurteloup, face à la gare, mais son âme résidait dans le calme de son jardin intérieur et le craquement discret de ses parquets cirés. En entrant dans le grand salon où la réunion devait avoir lieu, Élise se sentit à la fois intimidée et étrangement chez elle. Les hauts plafonds, les moulures dorées et les fauteuils en velours pourpre appartenaient à un autre temps, un temps où la précipitation et la rentabilité n'étaient pas les seules valeurs. C'était un décor qui semblait lui donner raison. Gabriel était déjà là, debout près d'une haute fenêtre qui donnait sur le jardin. Il n'était pas seul. Antoine, son assistant, était assis à une grande table en acajou, un ordinateur portable et des dossiers ouverts devant lui, transformant ce lieu chargé d'histoire en une simple salle de réunion annexe. Gabriel s'était changé. Il ne portait plus le costume sombre de Paris, mais un pantalon de flanelle gris et un pull en cachemire bleu marine, une tenue plus décontractée, mais qui criait le luxe discret. Il se tourna à son arrivée et leurs regards se croisèrent. Il y avait dans le sien une tension, une expectative qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Élise, merci d'être venue, » dit-il d'une voix neutre. « C'est vous qui avez fait le déplacement, monsieur Marchand, » répondit-elle sur le même ton, marquant volontairement la distance. Un pli d'agacement passa sur le visage de Gabriel. Il fit un signe de tête à son assistant. « Antoine, vous connaissez madame Moreau. » L'homme se leva, lui adressa un sourire professionnel et lui tendit une carte de visite. Élise l'ignora poliment et s'assit de l'autre côté de la table, posant son unique carnet et son stylo face à l'arsenal technologique d'Antoine. Le message était clair, elle n'était pas là pour négocier les mêmes choses qu'eux. « Bien, commençons », enchaîna Gabriel en s'asseyant. « Comme je vous l'ai dit, nous sommes ouverts à la discussion. Nous avons retravaillé certains aspects du projet pour répondre à vos préoccupations. Antoine ?» L'assistant prit la parole d'une voix monocorde, projetant des images sur un petit écran qu'il avait installé. « Nous avons étudié la faisabilité de préserver une plus grande partie de la structure interne de la bibliothèque. L'escalier en colimaçon et les boiseries principales de la salle de lecture pourraient être intégrés au design du lobby principal du resort. Nous proposons de nommer l'aile culturelle de l'hôtel Espace Bibliothèque de Tours, en hommage au lieu. » Il marqua une pause, comme s'il venait d'annoncer une concession extraordinaire. Élise le regarda, puis tourna son attention vers Gabriel, qui observait sa réaction avec attention. « Vous voulez dire que vous transformerez notre salle de lecture en un hall de gare pour touristes, et que vous lui donnerez notre nom pour vous donner bonne conscience? C'est ça, votre compromis ?» Antoine parut décontenancé par sa franchise. Gabriel, lui, ne sia pas. « C'est une base de négociation, Élise. Nous montrons notre bonne volonté. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, le budget alloué à la création de la nouvelle médiathèque a été revu à la hausse. Nous parlons d'un équipement ultramoderne, avec un fonds documentaire entièrement neuf. Mais qui vous a dit que nous voulions du neuf ?» le coupa-t-elle, sa patience atteignant ses limites. Elle se leva, incapable de rester assise. « Notre bibliothèque n'est pas un équipement. Ce n'est pas une collection de murs et de livres que l'on peut déplacer et remplacer à volonté. C'est un lieu vivant. Ces boiseries que vous voulez intégrer à un décor, elles sont imprégnées des murmures de milliers de lecteurs.
le plancher qui craque, il a supporté les pas d'étudiants angoissés, de rêveurs, de solitaires. Les livres, même les plus abîmés, portent les traces de ceux qui les ont aimés avant nous. Vous ne pouvez pas recréer ça avec de l'argent. Vous ne pouvez pas acheter une âme. Son élan était retombé. Le silence s'installa, lourd, seulement troublé par le tic-tac d'une pendule posée sur la cheminée. Antoine regardait son patron, attendant ses instructions. Mais Gabrielle fixait Élise, le visage impénétrable. Pour la première fois, elle avait l'impression que ses mots avaient peut-être franchi l'armure. Il se racla la gorge et fit un geste imperceptible à son assistant. « Antoine, laissez-nous. Allez vérifier les détails de notre réservation pour le dîner. » Comprenant l'ordre implicite, Antoine remballa ses affaires avec une efficacité silencieuse et quitta la pièce, refermant la porte derrière lui. Ils étaient de nouveau seuls. Gabrielle se leva à son tour et s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos. « Tu as raison, dit-il à voix basse. Tu as toujours eu le don de voir ce que les autres ne voient pas. L'âme des choses. » Il se retourna pour lui faire face. L'homme d'affaires avait disparu. C'était de nouveau Gabrielle qui lui parlait, avec une vulnérabilité qui la désarma. « Je ne peux pas annuler ce projet d'un claquement de doigts. Arnaud de Villiers, le président de mon conseil d'administration, y tient plus que tout. Il me met une pression énorme. Si je recule sans un argumentaire solide, il utilisera ça contre moi. Il dira que je suis sentimental, que je ne suis pas apte à diriger. » C'était la première fois qu'il lui donnait un aperçu réel des contraintes de son monde. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de pouvoir, de survie politique. « Alors, qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-elle, plus doucement. « Parce que je ne peux pas accepter ce que ton assistant vient de présenter. Je ne le ferai pas. » Il fit quelques pas vers elle, réduisant la distance qui les séparait. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une confrontation, mais une recherche. « Aide-moi », dit-il simplement. La requête l'a pris au dépourvu. « T'aider ? À détruire ma bibliothèque ? Non, aide-moi à comprendre, aide-moi à construire un argumentaire, pas avec des chiffres et des graphiques, avec ce que tu viens de dire. Montre-moi, demain, passe la journée avec moi. Fais-moi visiter le quartier, la bibliothèque, fais-moi voir la ville à travers tes yeux. Montre-moi ce que je suis censé détruire, ce que mes plans sur papier ne montrent pas. Montre-moi l'âme dont tu parles. » Sa proposition était insensée. Passer une journée entière avec lui, à arpenter les lieux de leur adolescence, comme si de rien n'était, c'était jouer avec le feu. C'était donner à cet homme, qui l'avait déjà tant blessé, le pouvoir de la blesser encore. Pourtant, c'était aussi la seule porte qui venait de s'entr'ouvrir. Un sursis, une chance de lui faire comprendre, non avec des mots, mais avec des sensations, des odeurs, des histoires. C'était un pari risqué, un pari sur le fait que quelque part, sous le cachemire et les responsabilités, le Gabriel qu'elle avait connu existait encore. Elle le regarda dans les yeux, cherchant le piège, mais elle ne vit qu'un homme en proie au doute, un homme qui lui demandait de lui rappeler qui il était. « D'accord », accepta-t-elle, sa propre voix la surprenant. « Demain, 10 heures, sur le parvis de la bibliothèque. Mais sois prévenu, Gabriel, je ne te ménagerai pas. » Un soulagement presque imperceptible détendit les traits de son visage. « Je n'en attends pas moins de toi. » Le lendemain matin, un soleil pâle de fin d'automne filtrait à travers les nuages, baignant la place Anatole-France d'une lumière douce et mélancolique. À 10 heures précises, Élise attendait sur le parvis de la bibliothèque. Elle avait choisi sa tenue avec soin, un simple jean, un pull en laine couleur ocre et un long manteau gris. Elle voulait être elle-même, sans artifice, l'incarnation vivante de ce qu'elle défendait. Elle se sentait nerveuse, mais d'une nervosité combative. Aujourd'hui, elle n'était pas seulement une bibliothécaire, elle était la gardienne d'une mémoire. Une berline noire aux vitres teintées glissa silencieusement le long du quai et s'arrêta devant elle. Un chauffeur en livrée sortit pour ouvrir la portière arrière. Gabriel en descendit. Il portait un long manteau de cachemire sombre sur une tenue élégante mais sobre, comme s'il avait fait un effort pour ne pas paraître trop déplacé. Pourtant, l'homme et la voiture de luxe semblaient appartenir à une autre planète. Le contraste entre son univers et le sien n'avait jamais été aussi flagrant. Il congédia son chauffeur d'un geste et s'approcha d'elle, les mains dans les poches de son manteau. « Bonjour », dit-il, sa voix un peu rauque.
Bonjour, Gabriel. Prêt pour la visite? Répondit-elle, son ton se voulant léger mais trahissant une certaine tension. Il hocha la tête, son regard balayant la façade du bâtiment, les rues adjacentes, comme s'il les voyait pour la première fois. Par où commençons-nous? Par l'extérieur, dit-elle, parce que vous devez comprendre que ce n'est pas qu'un bâtiment que vous voulez racheter, c'est le cœur d'un quartier. Elle l'entraîna dans les ruelles pavées qui serpentaient derrière la bibliothèque. Elle ne lui parlait pas d'architecture ou d'histoire, mais de vie. Elle s'arrêta devant la vitrine de Monsieur Charpentier, le luthier. À l'intérieur, on pouvait voir le vieil homme penché sur un violon, des copeaux de bois blond à ses pieds. Sa famille fabrique des instruments ici depuis 1880. Son atelier est inclus dans votre périmètre de démolition. Il fournit tous les étudiants du conservatoire. Il dit que l'acoustique de son atelier, avec ses vieilles pierres, est unique. Elle le mena ensuite devant la petite librairie papeterie où les enfants du quartier venaient acheter leurs cahiers et où la propriétaire connaissait le prénom de chacun de ses clients. Puis au petit café où les étudiants venaient refaire le monde entre deux sessions de révision à la bibliothèque. Elle lui montra le banc sous le tilleul où les personnes âgées aimaient s'asseoir au soleil. Pour chaque lieu, elle avait une histoire, un visage, un souvenir. Elle ne lui présentait pas un plan cadastral. Elle lui dressait le portrait d'une communauté vivante et fragile. Gabriel l'écoutait en silence, son visage de plus en plus grave. Il ne regardait plus les bâtiments comme des actifs immobiliers, mais comme des coquilles abritant des vies. Il commençait à voir ce qu'elle voyait, non pas un quartier à revitaliser, mais un organisme à ne pas tuer. Enfin, elle le ramena devant la bibliothèque et poussa la lourde porte en chêne. L'odeur familière de papier, de cire et de thym l'enveloppa comme un châle réconfortant. À l'intérieur, le silence était seulement ponctué par le bruit feutré des pages que l'on tourne et le murmure lointain d'une voix. « Suis-moi » dit-elle à voix basse. Elle le guida vers l'espace jeunesse. Assis en cercle sur des coussins colorés, une dizaine d'enfants de maternelle écoutaient, bouche bée, une conteuse leur racontant une histoire de dragons et de princesses. Leurs yeux brillaient d'émerveillement. Gabriel resta en retrait, observant la scène. Un petit garçon, absorbé par le récit, ne le remarqua même pas et vint s'appuyer contre sa jambe. Gabriel sursauta, puis son visage s'adoucit et il posa instinctivement une main protectrice sur l'épaule de l'enfant. « Ça, Gabriel » murmura Élise à son oreille, « ça n'apparaît dans aucun de vos bilans comptables. Pour beaucoup de ces enfants, c'est le seul accès à la culture, à l'imaginaire. Leurs parents n'ont pas les moyens de leur acheter des livres. Ici, c'est gratuit. C'est un droit. » Il ne répondit pas, mais il retira sa main de l'épaule de l'enfant comme s'il venait de se brûler, conscient du gouffre qui le séparait de cette innocence. Elle le fit ensuite monter à l'étage, par le grand escalier en colimaçon. Leurs pas résonnaient sur le bois usé. Ils arrivèrent dans la grande salle de lecture, baignée par la lumière des hautes fenêtres. Des étudiants étaient penchés sur leurs livres, des chercheurs compulsaient de vieux ouvrages. C'était le sanctuaire du savoir. Elle le conduisit vers une table isolée, au fond de la salle, près d'une fenêtre donnant sur le fleuve. « Tu te souviens de cette table ?» demanda-t-elle doucement. Son regard se voila. Bien sûr qu'il s'en souvenait. C'était la leur. C'était là qu'ils avaient passé des dizaines d'heures à réviser leur bac, à s'échanger des notes, à rire en silence pour ne pas déranger les autres. C'était là qu'il avait mémorisé le contour de son visage quand elle était concentrée, la façon dont une mèche de cheveux tombait sur son front, le petit sourire qui flottait sur ses lèvres quand elle lisait un passage qu'elle aimait. « On pensait qu'on allait refaire le monde ici, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. « On était jeunes, » répondit-il, sa voix à peine audible. « On croyait en des choses importantes, » rétorqua-t-elle, le regardant droit dans les yeux. La visite touchait à sa fin. Elle l'emmena dans la dernière pièce, la salle des fonds anciens, normalement fermée au public. Une pièce plus petite, où la température et l'humidité étaient contrôlées. Des manuscrits et des éditions rares reposaient dans des vitrines. « Voici le cœur de notre histoire », expliqua-t-elle. « Des livres qui ont survécu aux guerres, aux révolutions. Ils sont la preuve que les mots sont plus durables que la pierre.
Votre projet prévoit de les déplacer dans un entrepôt en attendant la construction de la nouvelle médiathèque. Beaucoup ne survivraient pas au déménagement. Elle s'approcha d'une vitrine et lui montra un petit volume à la reliure fatiguée. C'était une édition du XVIIe siècle des Fables de La Fontaine. « Regarde, dit-elle. Tu vois ces notes dans la marge? C'est l'écriture d'un enfant, il y a plus de 200 ans. Ce livre n'est pas juste un texte, c'est un objet qui a voyagé dans le temps, qui porte en lui la trace de tous ses lecteurs. C'est ça, une bibliothèque. C'est un passage de relais. Et toi, tu veux briser la chaîne. » Elle avait tout dit. Elle s'adossa à une étagère, épuisée par l'effort émotionnel, et attendit sa réaction. Il resta longtemps silencieux, le regard perdu sur le vieux livre. La lumière qui filtrait à travers les vitraux de la grande salle jetait des reflets colorés sur le sol, créant une atmosphère presque sacrée. Il n'était plus le PDG du marchand groupe. Il était un homme face à son passé, face aux choix qu'il avait faits, et à ceux qu'il devait faire. Finalement, il se tourna vers elle. Son visage était pâle, son expression indéchiffrable. « Il commença puis s'arrêta, cherchant ses mots. J'ai compris. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas une décision. Mais dans ces deux mots, Élise entendit une fissure, la première brèche dans la forteresse qu'il avait bâtie autour de lui. Ils sortirent de la bibliothèque et se retrouvèrent sur le parvis, baignés par la lumière déclinante de l'après-midi. Le silence entre eux n'était plus hostile, mais empli d'une gravité nouvelle, du poids des choses vues et des mots dits. La visite était terminée, mais la conversation, la vraie, semblait à peine commencer. « Et maintenant ?» demanda Élise, sa voix douce brisant le silence. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il regarda le fleuve, dont les eaux grises charriaient les reflets du ciel. « Marchons un peu », proposa-t-il. Sans un mot, elle acquiesça. Ils descendirent les quelques marches et longèrent les quais, leurs pas résonnant à l'unisson sur les pavés. C'était un chemin qu'ils avaient emprunté des centaines de fois, adolescents. Un chemin qui menait à leur banc, à leur secret. Le vent frais du Loir soulevait les cheveux d'Élise et faisait claquer le col du manteau de Gabriel. Pendant un long moment, ils marchèrent côte à côte, une distance respectable entre eux, chacun perdu dans ses pensées, mais intensément conscient de la présence de l'autre. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Élise, » dit-il finalement, sa voix se mêlant au murmure du fleuve. « Quand j'ai appris pour l'héritage, mon monde a basculé. Je ne savais plus qui j'étais. Tout ce que je savais, c'est que le garçon que tu avais connu était en train de mourir, et je ne voulais pas t'entraîner dans sa chute. Tu aurais pu m'appeler, répondit-elle sans le regarder. Tu aurais pu m'écrire, une seule fois, pour me dire que tu allais bien ou que tu n'allais pas bien, n'importe quoi. Mais tu as choisi le silence. Et le silence, Gabriel, c'est une chose terrible. Il laisse la place à toutes les suppositions, et la plupart du temps, ce sont les pires, je sais. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Le masque du PDG était tombé, laissant place à une expression de regret si profonde qu'elle lui serra le cœur. J'étais terrifié, terrifié par ce monde, terrifié par mes nouvelles responsabilités. Mais surtout, j'étais terrifié à l'idée de te revoir, parce que te revoir, c'était me rappeler tout ce que j'étais en train de perdre. C'était plus facile de couper les ponts, de me persuader que c'était une page qui devait se tourner. C'était la solution de facilité, la solution d'un lâche. Il y avait une telle sincérité dans sa voix qu'elle sentit sa propre rancœur, si longtemps entretenue, commencer à se dissoudre. Elle ne voyait plus l'homme d'affaires arrogant, mais un homme qui avait passé 8 ans à porter un fardeau trop lourd pour lui. Et maintenant, répéta-t-elle, mais la question n'avait plus la même signification. Elle ne parlait plus du projet, mais d'eux. Il fit un pas vers elle. Maintenant, je suis là. Et je vois ce que j'ai failli faire, ce que je risque encore de faire. Tu peux encore l'arrêter, murmura-t-elle. Ce n'est pas si simple. Arnaud de Villiers. Je sais, le coupa-t-elle. Le président de ton conseil. Tu me l'as dit. Mais si tu as vraiment compris, tu dois trouver un moyen. Leurs regards s'accrochèrent. Dans le gris vert de ses yeux, elle revit une lueur familière, celle du garçon déterminé qui refusait d'abandonner un problème de maths ou un débat littéraire. « Je le trouverai », promit-il. Une vague de chaleur l'envahit, un espoir fragile qu'elle n'osait pas encore s'avouer. Ils étaient là,
au bord du fleuve de leur enfance, et pour la première fois, ils se parlaient vraiment. La distance entre eux s'était amenuisée. Il semblait sur le point de dire quelque chose de plus, quelque chose d'important, quand son téléphone se mit à vibrer dans sa poche. Le son strident déchira la bulle qu'ils avaient créée. Il grimaça, sortit l'appareil. Le nom qui s'affichait sur l'écran était Hélène. Élise le vit et son cœur se serra, la fiancée. La réalité de sa vie parisienne venait de faire irruption sur les quais de la Loire. Il hésita une seconde, puis décrocha, se détournant légèrement. « Allô, Hélène ?» Son ton était sec, presque froid. Élise pouvait entendre la voix lointaine et cristalline de la femme à l'autre bout du fil, enjouée, insouciante. « Oui, à Tours. Pour le travail? Non, je ne sais pas quand je rentre. Écoute, je suis en réunion, je ne peux pas te parler. » Il y eut une pause. Il passa une main lasse sur son visage. « Non, tout va bien. Je te rappelle plus tard. » Il raccrocha sans attendre de réponse et rangea le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet brûlant. Quand il se retourna vers Élise, l'intimité du moment était brisée. Le rappel de l'existence d'Hélène avait rebâti un mur entre eux, un mur fait de conventions sociales, d'engagements pris et de vies parallèles. « Je suis désolé, » dit-il. Élise secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Ne le sois pas. C'est ta vie, Gabriel. Je ne suis qu'une complication, une raison personnelle qui vient perturber tes affaires. » Elle avait repris ses propres mots, ceux qu'il avait utilisés dans son bureau, et ils sonnaient maintenant cruels à ses propres oreilles. « Non, tu n'es pas ça, dit-il avec force. Tu es tout sauf ça. Tu es... » Il s'arrêta comme s'il ne trouvait pas les mots ou n'osait pas les prononcer. « Élise, s'il te plaît, laisse-moi juste un peu de temps. Fais-moi confiance. » La confiance. C'était la chose la plus difficile à accorder à l'homme qui l'avait anéanti par son silence. Et pourtant, elle regarda son visage angoissé, la sincérité dans son regard, et une partie d'elle eut envie d'y croire. Une autre, plus prudente, lui hurlait de fuir. « Je dois rentrer, dit-elle, faisant un pas en arrière. J'ai du travail, la bibliothèque ne va pas se défendre toute seule. » C'était une façon de lui dire que, malgré tout, elle ne baissait pas les bras, qu'elle attendrait ses actions, pas seulement ses paroles. Il hocha la tête, comprenant le message. La déception était lisible sur son visage. « D'accord, je te tiendrai au courant. Demain. » Elle se retourna et s'éloigna sans un mot de plus, le cœur lourd. Elle ne se sentait ni victorieuse, ni vaincue, simplement perdue. Elle avait gagné une bataille, celle de lui faire ouvrir les yeux. Mais la guerre était loin d'être terminée, et elle se jouait désormais sur un terrain bien plus dangereux, où les enjeux n'étaient plus seulement des murs et des livres, mais deux cœurs brisés par le temps. De retour dans la suite impersonnelle et luxueuse de son hôtel, Gabriel se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Les murs lambrissaient, le mobilier design et la vue sur la ville endormie ne lui offraient aucun réconfort. Il avait retiré son manteau et son pull, restant en chemise, les manches retroussées, comme un homme prêt à se battre. Sur la table basse, le dossier du Loire Valley Resort était ouvert, mais les plans et les chiffres ne lui disaient plus rien. Il voyait à la place le visage des enfants écoutant l'histoire, les mains ridées du luthier, et surtout le regard d'Élise, un mélange de défi et de tristesse infinie. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Chaque heure qui passait était une heure où le monstre bureaucratique qu'il avait créé continuait d'avancer, inexorablement. Il prit son ordinateur portable, lança une visioconférence sécurisée et appela une seule personne, Arnaud de Villiers. Il était près de 20 heures. Il savait que le président du conseil serait encore à son bureau parisien. C'était un homme qui ne dormait jamais. Le visage d'Arnaud de Villiers apparut sur l'écran. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, coupés courts et aux yeux bleus perçants, froids comme des éclats de glace. Son sourire était une lame mince et polie. « Gabriel, quelle surprise! J'espérais un rapport de votre part. Je suppose que votre petit pèlerinage en province s'est bien passé et que les autorités locales sont prêtes à signer les derniers permis. » Le ton était faussement jovial, mais l'ordre était clair. « Arnaud, je vous appelle au sujet de ce projet.
commença Gabriel, sa voix calme et posée, dissimulant la tempête qui faisait rage en lui. J'ai passé la journée sur le terrain. J'ai réévalué la situation. Il y a des facteurs que nous n'avions pas suffisamment pris en compte. Des facteurs humains et patrimoniaux. Le sourire de Devilliers s'effaça. Des facteurs humains. Gabriel, nous ne sommes pas une œuvre de charité, nous sommes une entreprise. Ces facteurs ont été évalués et compensés financièrement, comme le stipule la loi. Ne me dites pas que vous vous laissez attendrir par quelques protestations locales. Il ne s'agit pas de protestation, il s'agit de bon sens, rétorqua Gabriel, son ton se durcissant. L'image de marque du groupe est en jeu. Raser le cœur historique d'une ville comme Tours pour construire un resort, aussi écologique soit-il, pourrait se retourner contre nous. La presse pourrait s'emparer de l'affaire et nous dépeindre comme des prédateurs culturels. Le risque réputationnel est trop élevé. Il utilisait le langage de son adversaire, transformant les arguments d'Élise en une analyse de risque. C'était le seul moyen de se faire entendre. De Villiers le dévisagea, ses yeux se plissant. Il n'était pas dupe. Le risque a été calculé, Gabriel, et il est minime. Ce projet est la pierre angulaire de notre nouvelle stratégie de diversification dans le tourisme de luxe. Les investisseurs attendent des résultats. Annuler maintenant nous coûterait des dizaines de millions en pénalités et en perte de crédibilité. Le Conseil ne l'acceptera jamais. Sa voix était devenue tranchante. Je ne l'accepterai pas. Je ne parle pas d'annuler. Je parle de suspendre, précisa Gabriel, sachant qu'il jouait une partie dangereuse. Je veux un audit complet sur l'impact culturel et social du projet. Je veux que nos architectes travaillent sur des alternatives qui intègrent le patrimoine existant de manière respectueuse et non cosmétique. Et jusqu'à ce que j'ai des propositions satisfaisantes, le projet de Tours est gelé. C'est ma décision. C'était un défi direct. Le jeune héritier cessait d'être une marionnette et prenait les rênes. Un long silence s'installa. Arnaud de Villiers le fixait, son visage une plaque de marbre. « C'est une grave erreur, Gabriel, » dit-il enfin, sa voix basse et menaçante. « Une erreur motivée par des raisons que je soupçonne d'être plus personnelles que professionnelles. N'oubliez pas que c'est moi qui ai convaincu le Conseil de vous faire confiance après la mort de votre grand-père. Ne me décevez pas. » L'allusion était claire. C'était un avertissement. C'est ma décision finale. Arnaud, informez le Conseil. Sans attendre de réponse, Gabriel mit fin à l'appel, coupant net le visage furieux de son mentor. Il resta un instant immobile, le cœur battant à grands coups. Il venait de déclarer la guerre. Une guerre qu'il n'était pas sûr de pouvoir gagner. Comme pour ajouter au chaos, son téléphone personnel sonna. Hélène. Il avait oublié de la rappeler. Il laissa sonner, mais elle insista. À la troisième sonnerie, il décrocha, se préparant à un autre combat. « Tu as enfin décidé de me parler ?» La voix d'Hélène était glaciale. Fini le ton enjoué. Elle était blessée et en colère. « Hélène, je suis désolé. J'ai eu une journée très compliquée. »« Une journée ? Gabriel, ça fait 2 jours que tu es injoignable, que tu annules tout. Je viens d'avoir ma mère au téléphone. Elle a déjeuné avec Isabelle de Villiers, la femme d'Arnaud. Il paraît que tu bloques le projet de Tours. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qui te prend? Tu es en train de saboter ta propre carrière. » Le petit monde parisien, avec ses déjeuners et ses rumeurs, venait de le rattraper. « Ce sont des affaires, Hélène. C'est compliqué. »« Ne me dis pas que c'est compliqué. » Sa voix monta d'un cran. « Ce n'est jamais compliqué avec toi d'habitude. Tu es distant, tu es étrange. C'est à cause de cette ville, de ton passé? Dis-moi la vérité, Gabriel. Il y a quelqu'un d'autre ?» La question tomba, brutale, et le laissa sans voix. Techniquement, non. Mais au fond, il savait que c'était oui. Il y avait toujours eu quelqu'un d'autre. « Ne dis pas de bêtises, » répondit-il, mais sa voix manquait de conviction. « J'ai juste besoin de temps pour régler ça. Je serai de retour pour le gala de la Fondation, je te le promets. J'espère pour toi, Gabriel. J'espère pour nous. » Elle raccrocha sèchement. Il se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. En 24 heures, il avait mis en péril sa carrière et sa relation. Et pourquoi? Pour la promesse faite à une femme qu'il avait abandonnée 8 ans plus tôt. Était-ce de la folie?
Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans sa petite maison de la rue des Tanneurs, Élise ne trouvait pas le sommeil. Elle relisait Le Petit Prince, s'accrochant aux phrases comme à une bouée. Elle repensait à leur journée, à la lueur de compréhension dans les yeux de Gabriel, à sa promesse sur les quais. Une partie d'elle voulait y croire de toutes ses forces. L'autre, la partie meurtrie par des années de silence, lui murmurait de ne rien espérer. Elle regarda son téléphone posé sur la table de chevet. Il était muet. La nuit s'annonçait longue, très longue. La journée du lendemain fut une épreuve de patience. Chaque sonnerie du téléphone de la bibliothèque la faisait sursauter. Chaque courriel qui arrivait sur son ordinateur provoquait une montée d'adrénaline suivie d'une déception. Gabriel avait promis de la tenir au courant, mais le silence s'étirait, lourd et anxiogène. Élise essayait de se concentrer sur son travail, de ranger des livres, de conseiller des lecteurs, mais son esprit était ailleurs, oscillant entre l'espoir né de leur conversation et la crainte que tout cela n'ait été qu'une illusion, un répit, avant la tempête finale. Madame Dubois l'observait d'un œil inquiet. Elle ne lui avait pas raconté en détail sa rencontre avec Gabriel Marchand, se contentant d'évoquer une prise de contact difficile à Paris, suivie d'une réunion de travail constructive à Tours. Mais sa directrice, fine psychologue habituée à lire entre les lignes des romans et des gens, sentait bien que l'enjeu était devenu plus personnel que la simple sauvegarde d'un bâtiment. « Vous semblez soucieuse, Élise, » lui dit-elle doucement en fin de matinée. « Quoi qu'il arrive, vous vous êtes battue, c'est tout ce qui compte. » Élise lui offrit un sourire reconnaissant, mais les mots ne suffisaient pas à apaiser le tumulte en elle. Elle ne se battait plus seulement pour la bibliothèque. Elle se battait pour l'idée que les gens pouvaient changer, que les souvenirs pouvaient avoir plus de poids que les bilans financiers, que le Gabriel qu'elle avait aimé n'était pas entièrement mort. Ce fut finalement en début d'après-midi que son téléphone personnel vibra. Le nom de Gabriel s'afficha sur l'écran. Elle s'isola dans son petit bureau, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende à travers la cloison. Elle prit une profonde inspiration et décrocha. « Allô ? Élise, c'est moi. » Sa voix était fatiguée, tendue, mais il y avait une note de fermeté qu'elle ne lui avait pas entendue la veille. « Je voulais juste te le dire personnellement avant que la nouvelle ne devienne officielle. J'ai suspendu le projet de Tours. » Le souffle lui manqua. Elle dut s'asseoir. « Suspendu ? C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire qu'il est à l'arrêt. J'ai ordonné un audit complet de l'impact patrimonial et social. J'ai demandé à nos équipes de travailler sur des scénarios alternatifs de réhabilitation et non de démolition. Officiellement, nous prenons le temps de la réflexion pour mieux intégrer le projet à son environnement. Officieusement, je viens de le mettre au placard. Il n'en sortira pas tant que je serai là. » Des larmes de soulagement et de gratitude montèrent aux yeux d'Élise. Il l'avait fait. Il avait tenu sa promesse. « Gabriel, je ne sais pas quoi dire. Merci. » « Ne me remercie pas encore, » dit-il, un souffle las lui échappant. « Disons que la nouvelle n'a pas été accueillie avec un enthousiasme débordant à Paris. J'ai ouvert une guerre avec une partie de mon conseil d'administration. Mais c'est mon problème, pas le tien. L'important, c'est que la bibliothèque est en sécurité, pour l'instant. Ce n'est plus seulement ma bataille, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle doucement. C'est devenu la tienne. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Oui, admit-il. Je crois bien que oui. Est-ce que tu es toujours à Tours ? S'enquit-elle, osant à peine espérer. Oui, je repars ce soir. Il faut que je sois à Paris demain pour gérer les retombées. On pourrait se voir juste un instant. La proposition lui avait échappé, dictée par une impulsion plus forte que sa prudence. Il hésita une fraction de seconde. Retrouve-moi sur les quais, au même endroit qu'hier, dans 1 heure. 1 heure plus tard, il se faisait de nouveau face au bord du Loir. Le ciel était bas et gris, menaçant de pluie, mais l'atmosphère entre eux était plus claire, plus légère. La tension avait laissé place à une sorte de complicité fragile. « Tu as l'air épuisé », constata-t-elle, notant les cernes sous ses yeux. Il haussa les épaules. « Nuit blanche et journée de bataille téléphonique, mais ça en valait la peine. Te voir hier, dans la bibliothèque,
Ça m'a rappelé des choses que j'avais forcé à oublier. Sur moi, sur ce qui compte vraiment. Tu m'as rendu un service, Élise, plus grand que tu ne l'imagines. Il fit un pas vers elle, son regard intense plongeant dans le sien. Je dois te demander pardon, pas seulement pour le projet, mais pour ces 8 années de silence. J'ai été un imbécile. J'avais peur et j'ai choisi la fuite. J'ai gâché quelque chose qui était précieux. Le mot « précieux » resta en suspens entre eux, vibrant de tous les non-dits. Le cœur d'Élise s'emballa. Le passé et le présent se télescopaient, et elle ne savait plus si elle parlait au PDG ou au garçon de 18 ans qui lui avait offert un livre. « Nous étions jeunes, Gabriel. On fait tous des erreurs. Toutes les erreurs ne se valent pas, » murmura-t-il. Il semblait sur le point d'ajouter quelque chose, de franchir enfin la dernière barrière, quand son téléphone professionnel sonna de nouveau. Une sonnerie agressive qui les fit sursauter tous les deux. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Arnaud de Villiers. Son visage se durcit. « Je dois prendre cet appel, excuse-moi. » Il s'éloigna de quelques pas, lui tournant le dos, et décrocha. Élise ne pouvait pas entendre les mots, mais elle voyait la tension dans ses épaules, la façon dont sa main libre se serrait en un point. La conversation fut courte, hachée. Gabriel écoutait plus qu'il ne parlait, ponctuant les phrases de son interlocuteur de « j'ai compris » et de « c'est ma dernière décision ». Quand il raccrocha, il semblait avoir vieilli de 10 ans. « Ça ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète. Il se passa une main sur le visage. « Il ne lâche rien. Il me menace de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour contester mon autorité. La guerre est officiellement déclarée. » Il la regarda, et un étrange sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu sais ce qui est ironique? Je n'ai jamais été aussi certain d'avoir pris la bonne décision. » Le voir ainsi, combatif et vulnérable à la fois, fit naître en elle un sentiment nouveau, un mélange d'admiration et d'une tendresse infinie. Elle eut une envie folle de le prendre dans ses bras, de lui dire que tout irait bien, qu'ils affronteraient cela ensemble. Mais elle se retint. C'était trop tôt, trop compliqué. Hélène existait toujours, quelque part à Paris. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il s'arrêta, comme frappé par une idée soudaine. La Fondation Marchand, nous finançons des programmes culturels, nous faisons des dons de livres à des bibliothèques en difficulté. C'est l'un des seuls héritages de mon grand-père que j'ai tenu à développer. Il la regarda, un éclat dans les yeux. Laissez-moi faire un geste, un vrai. Pas une compensation, mais une contribution. Je vais demander à mes équipes d'envoyer une sélection de nos plus beaux ouvrages à la bibliothèque de Tours, des éditions rares, des classiques pour la jeunesse. C'est un début, un moyen de commencer à réparer. L'idée était belle, sincère. Élise fut touchée. « J'accepte », dit-elle avec un vrai sourire. « Au nom de tous nos lecteurs, merci Gabriel. » Ce qu'aucun d'eux ne pouvait savoir, c'est que dans les bureaux parisiens, un assistant surmené, chargé d'organiser cet envoi, allait commettre une erreur. Dans le lot des livres destinés à la Fondation, il allait inclure par inadvertance une caisse provenant des effets personnels de Gabriel, une caisse contenant de vieux livres de lycée qu'il avait demandé de stocker. Et dans cette caisse se trouverait un exemplaire usé du Petit Prince, avec bien à l'abri entre ses pages une lettre qui n'aurait jamais dû quitter l'ombre. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus dans un entre-deux incertain. La nouvelle de la suspension du projet s'était répandue dans le quartier comme une traînée de poudre, d'abord comme une rumeur, puis confirmée par un communiqué laconique de la mairie. Un immense soulagement avait accueilli l'annonce. Monsieur Charpentier était venu en personne à la bibliothèque, les yeux humides, serrer la main d'Élise. La propriétaire de la librairie lui avait offert un bouquet de fleurs. Pour tous, elle était l'héroïne discrète qui avait fait plier le géant. Mais Élise, elle, connaissait le prix de cette victoire. Elle pensait à Gabriel, seul à Paris, menant une guerre dont elle était la cause. Il ne l'avait pas rappelé. Après leur dernière conversation sur les quais, il s'était muré dans un silence que, cette fois, elle comprenait. Il ne s'agissait pas d'abandon, mais de protection. Il était en plein combat et ne voulait sans doute pas l'y mêler. Malgré tout, l'absence de sa voix laissait un vide. La fragile complicité née de ces 2 jours intenses était mise à l'épreuve de la distance et de la réalité de leurs vies respectives. Elle se demandait s'il pensait à elle.
Elle se demandait ce qu'il advenait de sa fiancée, de son conseil d'administration, de son empire. Une semaine après son départ, un camion de livraison siglé Fondation Marchand se gara devant la bibliothèque. 2 hommes robustes commencèrent à décharger une dizaine de grandes caisses en carton. C'était le don de Gabriel, la promesse tenue. Madame Dubois sortit sur le parvis, les yeux ronds. « Mon Dieu, Élise, c'est impressionnant. » Élise sentit son cœur se gonfler de gratitude. C'était un geste public, un signe tangible de son changement. Il ne se contentait pas d'arrêter la destruction. Il commençait à reconstruire. Elles passèrent l'après-midi à ouvrir les caisses avec l'excitation d'enfants le matin de Noël. Les livres étaient magnifiques. Des collections complètes de classiques de la Pléiade, des livres d'art aux reproductions somptueuses, des encyclopédies illustrées pour les enfants, des romans contemporains primés. C'était un trésor, une perfusion de vie nouvelle pour leurs étagères vieillissantes. Il n'a pas fait les choses à moitié, commenta Madame Dubois, admirative, en feuilletant un ouvrage sur les impressionnistes. C'est un don d'une valeur inestimable. Élise souriait, mais son esprit était ailleurs. Elle cherchait un signe, un mot, quelque chose de personnel au milieu de ce don si officiel. Mais il n'y avait rien. Juste des livres neufs, impeccables, accompagnés d'un bon de livraison standard de la Fondation. Alors qu'elles arrivaient à la dernière caisse, elle remarqua qu'elle était différente des autres. Elle était plus vieille, le carton était un peu écorné, et une étiquette jaunie y était collée, sur laquelle était écrit à la main, d'une écriture qu'elle ne reconnut pas, « Archives personnelles GM, lycée, université ». « C'est étrange », dit-elle en fronçant les sourcils. « Celle-ci ne ressemble pas aux autres. Une erreur de l'entrepôt sans doute, supposa Madame Dubois. Ouvrons-la, nous verrons bien. » Élise coupa le ruban adhésif avec un cutter. L'odeur qui s'en échappa n'était pas celle du papier neuf et de l'encre fraîche, mais une odeur familière de poussière, de temps passé. Une odeur de grenier. À l'intérieur, pas de Pléiade ni de livres d'art, mais des manuels scolaires cornés, des romans de poche à la couverture usée, des cahiers à spirale. C'étaient les livres d'un étudiant, les livres de Gabriel. Son cœur s'arrêta de battre. C'était une intrusion, une fenêtre ouverte par erreur sur un passé qu'il avait cru enfermé. Madame Dubois, sentant l'intimité de la découverte, s'éclipsa discrètement sous prétexte d'aller chercher du café, la laissant seule avec ce fantôme de carton. Les mains tremblantes, Élise sortit les livres un à un. Un manuel de philosophie couvert d'annotations et de caricatures dans les marges. Un recueil de poésie de Baudelaire, dont certaines pages étaient soulignées. Chaque objet était une relique, un fragment de l'adolescent qu'elle avait connu. Elle avait l'impression de commettre un sacrilège en touchant à ses souvenirs qui ne lui étaient pas destinés. Et puis, elle le vit. Au fond de la caisse, posé sur un lit de vieux cours, un petit livre à la couverture bleue, passé par le temps. Ce n'était pas l'exemplaire qu'il lui avait offert, c'était un autre, le sien, celui qu'il avait toujours avec lui, celui dont il lisait des passages à voix haute quand ils étaient au bord du fleuve. Elle le prit. Le carton de la couverture était doux sous ses doigts, usé par les mains qui l'avaient tenu si souvent. C'était l'objet le plus personnel qu'elle pouvait imaginer de lui. Un morceau de son âme d'adolescent. Elle était submergée par un flot d'émotions contradictoires. La tendresse de retrouver cet objet familier, la gêne de violer son intimité et une curiosité poignante. Pourquoi ce livre était-il là? C'était une erreur, c'était évident. Un employé de la Fondation avait dû prendre la mauvaise caisse. Gabriel serait mortifié s'il savait que ses souvenirs les plus intimes se trouvaient sur le bureau de la bibliothèque qu'il avait failli détruire. Son pouce caressa la tranche du livre. Elle sentit une légère surépaisseur entre 2 pages, vers le milieu de l'ouvrage. Une feuille pliée, un marque-page, oublié. Poussée par une force plus puissante que sa raison, elle ouvrit le livre à cet endroit précis. Glissé entre le chapitre 21, où le petit prince rencontre l'aiguilleur, et le chapitre 22, où il rencontre le marchand, se trouvait un morceau de papier à carreaux, plié en 4. L'encre bleue avait un peu pâli avec les années. C'était une lettre, et elle savait, avant même de l'avoir dépliée, qu'elle n'aurait jamais dû la lire.
Le monde s'est tu. Le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir de la bibliothèque, le murmure lointain des lecteurs, le bruissement des feuilles dans les arbres à l'extérieur, tout s'est effacé. Il ne restait plus que le son de son propre sang battant à ses tempes et le froissement presque inaudible du papier fin et fragile entre ses doigts tremblants. Elle savait qu'elle ne devrait pas. C'était une violation, une profanation d'un secret qui ne lui appartenait pas. Ce n'était qu'un accident, une erreur logistique qui avait fait échouer ce fragment de passé entre ses mains. La chose juste à faire aurait été de replier la lettre, de la remettre dans le livre et de trouver un moyen de restituer la caisse à son propriétaire sans mentionner sa découverte. Mais la chose juste était devenue impossible. 8 années de questions, de doutes et de chagrins la fixaient depuis cette petite feuille de papier à carreaux. 8 années de silence réclamaient une réponse. Avec une lenteur infinie, comme si elle craignait que le papier ne tombe en poussière, elle déplia la lettre. L'écriture de Gabrielle, celle de ses 18 ans, était là, un peu maladroite, penchée, mais si intensément familière. Chaque boucle, chaque trait lui rappelait le garçon assis à côté d'elle, celui qui griffonnait sur ses cahiers en l'écoutant parler de ses romans préférés. Et puis, elle lut les mots. « Élise, il y a des choses plus difficiles à dire qu'à écrire, et même à écrire, je n'y arrive pas bien. Je pars demain, et j'ai l'impression de laisser derrière moi la seule chose qui compte vraiment. J'ai essayé de te le dire 100 fois cet après-midi en te donnant ce livre, mais les mots sont restés coincés. Je crois que je suis amoureux de toi. Pas comme on aime une amie, mais comme on aime la personne avec qui on a envie de regarder les étoiles toute sa vie. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de te donner cette lettre. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Gabrielle. » Un son étranglé s'échappa de sa gorge. Ce n'était pas un sanglot, mais un souffle coupé, le bruit de l'air quittant ses poumons, sous l'impact d'une révélation trop grande pour être contenue. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas un rêve d'adolescente. C'était réel. Il l'avait aimée. Il l'avait aimée au moment même où elle l'aimait avec la même intensité silencieuse. Un vertige rétrospectif la saisit. 8 années de sa vie venaient d'être réécrites. Le silence de Gabrielle n'était pas de l'indifférence, mais de la peur. Son départ n'était pas un abandon, mais un déchirement. La douleur qu'elle avait portée comme une blessure secrète était le miroir de la sienne. Ils avaient été 2 âmes sœurs, séparées non pas par un manque d'amour, mais par un excès de timidité et un coup du sort tragique. Une larme, puis 2, roulèrent sur ses joues et tombèrent sur le dos de sa main. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de validation, de compréhension tardive. La joie poignante de cette découverte était immédiatement suivie d'une vague de chagrin immense, trop tard. Ces derniers mots résonnaient en elle « J'espère qu'il ne sera pas trop tard ». Mais il était trop tard. 8 ans s'étaient écoulés. Il était devenu un autre homme, un homme fiancé, un homme à la tête d'un empire. Cet amour d'adolescent pouvait-il survivre à une telle transformation? N'était-ce plus qu'une belle et douloureuse relique? Une nostalgie mal résolue, comme elle l'avait craint? Elle replia soigneusement la lettre, la glissa dans la poche de son jean et posa le livre sur son bureau. Elle devait sortir, respirer. D'un pas mécanique, elle quitta la bibliothèque, traversa la place et descendit vers les quais, vers le fleuve qui avait été le témoin de leur histoire muette. L'air frais et humide lui fouetta le visage, mais ne parvint pas à clarifier le chaos dans sa tête. Elle tenait la vérité dans sa poche, une vérité qui changeait tout et ne changeait rien à la fois. Que devait-elle faire de ce secret? Le confronter avec? Le garder pour elle comme un trésor douloureux? À Paris, au même moment, Gabrielle sentait les murs de son bureau se refermer sur lui. La suspension du projet de Tours avait déclenché un séisme au sein du marchand groupe. Arnaud de Villiers, furieux d'avoir été défié, avait mis sa menace à exécution. Un courriel officiel venait de tomber. Une convocation pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration était fixée pour le lendemain après-midi. L'ordre du jour était vague. Réévaluation de la stratégie de développement et de la gouvernance du groupe. Mais le message était limpide. C'était un procès. Son procès. Son téléphone sonna.
C'était Antoine, son assistant, la voix tendue. « Monsieur, j'ai des nouvelles. De Villiers a passé la matinée à appeler un par un les membres du conseil. Il monte un dossier contre vous. Il utilise la suspension du projet de Tours comme preuve de votre immaturité émotionnelle et de votre incapacité à séparer le personnel du professionnel. Il va demander un vote de défiance. »« Qu'il essaie ?» répondit Gabriel, sa voix plus calme qu'il ne se sentait. « Je suis l'actionnaire majoritaire. Il ne peut rien faire. Juridiquement, non. Mais il peut saper votre autorité, créer une crise de confiance qui fera chuter l'action. Il est en train de vous isoler, monsieur. » À peine avait-il raccroché qu'un message d'Hélène s'afficha. « Le gala est demain soir. J'ai besoin de savoir si tu viens avec moi, ou si je dois annoncer à nos familles que notre engagement est terminé. C'est ta dernière chance, Gabriel. Choisis. » L'étau se resserrait. Sa vie professionnelle et sa vie personnelle étaient sur le point d'imploser. Il était acculé, forcé de faire un choix qu'il avait repoussé pendant des années. Choisir la voie tracée pour lui, celle de la raison, du devoir, de l'empire, incarnée par Hélène et de Villiers. Ou choisir la voie du cœur, de l'âme, celle qu'Élise lui avait rappelée, quitte à tout perdre. Il se leva et s'approcha de la grande baie vitrée. Paris s'étendait à ses pieds, un royaume qu'il risquait de perdre. Mais en regardant la ville, il ne voyait qu'une seule chose, un TGV filant vers le sud-ouest, vers une petite ville au bord d'un fleuve. Il savait ce qu'il devait faire. Ce n'était plus une question de logique ou de stratégie. C'était une question de survie, pas celle du PDG, mais celle de l'homme. Il prit son téléphone. Il n'appela ni son avocat ni son assistant. Il appela la seule personne qui pouvait encore lui rappeler pourquoi il se battait. Le téléphone sonna dans le silence de sa petite maison, strident et incongru. Élise sursauta, la main crispée sur la lettre qu'elle avait lue et relue une dizaine de fois. Le nom de Gabriel s'affichait. C'était insensé. C'était comme si l'univers avait conspiré pour faire se télescoper le passé et le présent en une seule journée vertigineuse. Elle décrocha, la voix tremblante. « Gabriel ? Élise, j'ai besoin de toi. » Sa voix était à bout de souffle, tendue comme une corde. Il n'y avait aucune formalité, aucune distance. C'était un appel à l'aide. « Demain, à 14 heures, j'organise une conférence de presse à Paris. Place Vendôme. Tout le conseil sera là, les investisseurs, la presse. C'est là que tout va se jouer. Je vais faire une annonce. J'ai besoin que tu sois là, s'il te plaît. J'ai besoin de te voir dans la salle, pour me souvenir pourquoi je fais tout ça. » La demande la laissa sans voix. Retourner à Paris, non plus comme une adversaire, mais comme un soutien silencieux. Se jeter au cœur de la fosse au lion, dans ce monde qui n'était pas le sien. Elle sentit le papier de la lettre dans sa main, un talisman brûlant. Elle tenait la preuve de son amour passé. Lui demandait un acte de foi pour son amour présent. « J'y serai », répondit-elle sans hésitation. Le voyage en TGV du lendemain matin était un pèlerinage. Elle n'emportait qu'un petit sac, mais elle portait le poids d'une vérité vieille de 8 ans. La lettre était dans la poche intérieure de son manteau, reposant contre son cœur. En regardant la campagne défiler, elle fut assaillie par le doute. Et si cet amour n'était qu'un fantôme, si les actions de Gabriel n'étaient qu'une tentative désespérée de racheter ses erreurs passées, une nostalgie pour un garçon qu'il n'était plus, la peur que tout cela ne soit qu'une magnifique et douloureuse illusion lui serra la gorge. Mais ensuite, elle repensa à son appel, à la vulnérabilité dans sa voix. Non, ce n'était pas un fantôme. C'était un homme en train de choisir sa vérité, et elle avait choisi d'être là pour en être le témoin. La place Vendôme était l'épicentre du luxe et du pouvoir. Élise se sentit plus petite et plus provinciale que jamais en traversant la place majestueuse pour entrer dans l'hôtel particulier où se tenait la conférence. La salle était un écrin de dorures et de cristal, bondé d'un parterre de costumes sombres, de tailleurs impeccables et de sourires carnassiers. Les flashs des photographes crépitaient. Des journalistes économiques prenaient des notes, l'air grave. Elle reconnut Arnaud de Villiers au premier rang, son visage fermé comme une pierre tombale. Un peu plus loin, Hélène de Varenne, d'une beauté glaciale dans une robe griffée, discutait avec un groupe d'investisseurs, affichant une confiance qui sonnait faux.
Élise se glissa discrètement au fond de la salle, près d'un pilier invisible, une simple note de musique perdue dans une cacophonie d'ambition. À 14 heures précises, Gabriel monta sur l'estrade. Il était seul. Dans son costume impeccable, il semblait calme, maître de lui-même. Mais Élise, qui le connaissait mieux que personne, vit la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts se crispèrent sur le pupitre. Ses yeux balayèrent la salle, cherchant quelque chose, ou quelqu'un, puis leurs regards se croisèrent, 1/1000 de seconde, pas plus. Mais ce fut assez. Un courant invisible traversa la foule, un message silencieux de soutien et de reconnaissance. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers les micros. « Mesdames, messieurs, merci de votre présence. » Sa voix était claire, emplissant la salle. « Vous êtes ici aujourd'hui car vous attendez une annonce concernant le projet de développement du marche en groupe dans le Val-de-Loire. Un projet d'envergure, promis à une rentabilité exceptionnelle. » Il marqua une pause, laissant les mots flotter. Arnaud de Villiers esquissa un mince sourire de satisfaction. « Mais aujourd'hui, reprit Gabriel, son ton changeant, devenant plus personnel, je voudrais vous parler d'une autre forme de rentabilité, celle qui ne se chiffre pas en euros, mais en héritage. Je voudrais vous parler de la différence entre le prix et la valeur. » Des murmures parcoururent la salle. Le sourire de Villiers s'effaça. Une entreprise comme la nôtre a le pouvoir de construire, mais aussi celui de détruire. Elle a la responsabilité de ne pas oublier que derrière les plans et les bilans, il y a des vies, une histoire, une âme. Récemment, on m'a rappelé que l'essentiel est souvent invisible pour les yeux. Son regard chercha de nouveau celui d'Élise. Cette fois, il s'y attarda. C'est pourquoi j'ai pris la décision, en ma qualité de PDG et d'actionnaire majoritaire du Marchand Group, d'annuler purement et simplement le projet de resort écologique à Tours. La phrase tomba comme une bombe. Un silence de mort s'installa, suivi d'une explosion de chuchotements et du crépitement redoublé des flashs. Arnaud de Villiers se leva à moitié, le visage décomposé par la fureur. Gabriel leva une main pour calmer le tumulte. Mais ce n'est pas tout. Annuler ne suffit pas, il faut construire. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création d'un nouveau pôle au sein de notre fondation, doté d'un budget initial de 50 millions d'euros. Ce pôle sera entièrement dédié à la restauration et à la valorisation du patrimoine historique et culturel des villes françaises. Et notre premier projet, notre projet phare, sera la rénovation complète et l'agrandissement de la bibliothèque municipale de Tours, ainsi que la réhabilitation de son quartier historique. Ce fut un coup de théâtre magistral. Il ne se contentait pas de reculer, il avançait dans une direction totalement opposée, transformant une défaite potentielle en une victoire morale et une formidable opération d'image. Au milieu des questions qui fusaient de toutes parts, des applaudissements timides qui commençaient à éclater, Gabriel ne regardait plus personne. Ses yeux étaient rivés sur Élise. Il venait de faire sauter tous les ponts avec son ancienne vie. Il se tenait là, seul sur son estrade, mais il n'avait jamais paru aussi libre. La conférence de presse se disloqua dans un chaos indescriptible. Les journalistes se pressaient vers l'estrade. Arnaud de Villiers, livide, quitta la salle en bousculant les gens sur son passage. Hélène restait figée, le masque de la parfaite fiancée tombé, laissant place à une incrédulité amère. Au milieu de ce tourbillon, Élise ne bougea pas. Puis, lentement, elle commença à marcher. Elle fendit la foule, ses yeux ne quittant pas les siens. Les gens s'écartaient sur son passage, comme si une force invisible la guidait. Gabriel descendit de l'estrade et vint à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent, l'un en face de l'autre, au cœur de la tempête, mais dans une bulle de silence parfait. Le bruit du monde s'estompa. Il n'y avait plus de PDG, plus de bibliothécaire, juste un homme et une femme qui s'étaient enfin retrouvés. « Dans la lettre, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure, tu avais écrit que tu espérais qu'il ne serait pas trop tard. » Un voile de douleur et de regret passa dans les yeux de Gabriel. « J'ai eu si peur qu'il le soit. » Elle posa sa main sur son cœur, là où elle sentait battre le sien, et lui offrit le plus doux des sourires. « Il n'est jamais trop tard, Gabriel. Jamais trop tard pour l'essentiel. »
Et là, au milieu des flashs et des questions, il comprit qu'il n'avait rien perdu. Il venait de tout gagner, car parfois, ce qui semble perdu est simplement un amour qui attendait patiemment, entre les pages d'un vieux livre, le moment juste pour être enfin vécu.